Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Cameroun sous le choc au lendemain de l'attaque de Boko Haram dans la ville de Kolofata. Le flou persiste toujours autour de la présumée libération des otages. Ouverture du procès de Karim Wade ce jeudi au Sénégal. Le fils de l'ancien président sénégalais est accusé d'enrichissement illicite à hauteur de 178 millions d'euros. Et puis le développement des infrastructures est un enjeu capital pour le continent. Les projets prioritaires ont été identifiés. Reste à présent à mobiliser les ressources financières pour leur réalisation. Mais tout d'abord, Tripoli en état d'alerte. Les autorités libyennes ont mis en garde ce lundi contre une catastrophe dans la capitale après avoir échoué à maîtriser un incendie. Un incendie déclenché dimanche dernier par l'explosion d'une roquette dans les combats qui opposent depuis 2 semaines des milices rivales. Des affrontements qui se sont déjà soldés par plusieurs victimes et des centaines de blessés. Au Cameroun, le sort des otages enlevés par la secte islamiste Boko Haram ce dimanche soulève beaucoup d'interrogations. Ont-ils été libérés ou sont-ils encore entre les mains du groupe terroriste? Au-delà de ces questions, la gestion de l'événement par les autorités, notamment sur le plan de la communication, pose également des questions. Les précisions de Ibra Hadindiaï. Les otages camerounais de Boko Haram ont-ils été libérés? Enlevés dimanche 27 juillet tôt le matin dans la ville de Kolofata, située dans le nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, leur sort reste encore flou. Si l'hypothèse de leur libération a été avancée ce lundi 28 juillet, l'information n'a toujours pas été encore confirmée par les autorités. Ces dernières mettent par ailleurs tout en œuvre pour faire la lumière sur les événements. Le gouvernement est en train de mener des enquêtes tant du point de vue administratif qu'au niveau militaire sur le plan opérationnel. Il n'aurait pas réuni tous les éléments. Le pourquoi et le comment de la chose, les protagonistes de la chose, le nombre de victimes, le nombre de prises d'otages, aussi longtemps que je n'aurais pas réuni tous ces éléments, il serait incongru que je fasse une déclaration. Donc nous sommes en train de réunir les données et puis le moment venu, donc je répondrai avec précision. L'État camerounais doit relever ce défi sécuritaire et mettre la secte islamiste hors d'état de nuire sur son territoire. Mais dans ce combat, la bataille de l'information joue un rôle crucial. En effet, pour le géopolitologue Samuel Ngembok, même si l'État camerounais a une très forte volonté politique dans ce dossier sécuritaire, certaines failles existent dans la gestion de l'information. Je pense que la communication et le discours en temps de guerre, notamment de lutte antiterroriste, est une donnée importante. Et sur ce plan, je pense que l'État camerounais ne gère pas suffisamment ou beaucoup moins sa communication. Je pense qu'il y a beaucoup de précipitation parfois et il serait peut-être judicieux pour l'État camerounais de prendre beaucoup de recul à chaque fois qu'une opération est enregistrée. L'État camerounais doit repenser son discours et sa communication par rapport à la lutte contre Boko Haram. Il est important de maîtriser sa communication, il est important de ne pas se précipiter à faire des déclarations, ce qui peut être délicat pour la poursuite des négociations ou pas. Il y a des situations que l'on peut gérer avec beaucoup d'intelligence, avec une expertise avérée sur ce genre de dossier qui ne montrerait pas au grand jour les incohérences gouvernementales ou l'amateurisme du gouvernement. Rappelons que l'attaque de Boko Haram a causé la mort de 16 personnes, l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, mais également le maire de la ville de Kolofata font partie également des otages. C'est un travail minutieux qui attend les experts chargés d'enquêter sur le crash du vol AH5017. Prélèvement, test ADN, fouilles, ils ont la lourde tâche de reconstituer les restes des victimes. Une tâche qui s'annonce difficile au vu de l'état de l'appareil et des températures extrêmes qui s'abattent dans la région. On écoute le colonel Patrick Touron qui coordonne les recherches sur le lieu du drame. L'enquête relative à l'accident peut paraître compliquée parce qu'il y a un impact qui a entraîné une polyfragmentation de l'avion. Nous n'avons pas beaucoup de pièces supérieures à 2 ou 3 mètres de surface. Donc ça veut dire une fragmentation et un choc terrible. Ce qui est important de savoir, c'est que nous n'avons qu'un lieu d'impact, qu'un seul fragment. L'avion est arrivé sur le sol entier, a priori, à ce qu'on sait actuellement. Et donc le choc a été suffisamment violent pour polyfragmenter complètement l'avion.
Le procès de Karim Wade avance à grands pas, sauf report de dernière minute. Il est prévu pour ce jeudi 31 juillet à Dakar, au Sénégal. Les avocats de la défense comme ceux de la partie civile se disent prêts et sereins. Un reportage de notre correspondant El Adinjaï. Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, sera jugé le 31 juillet 2014 au palais de justice de Dakar. Il est poursuivi pour enrichissement illicite à hauteur de 178 millions d'euros selon ses avocats. Très attendu, cette décision ouvre un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire opposant depuis un an la justice sénégalaise et les avocats de Karim Wade. Il dénonce toujours un procès politique contre le client. N'empêche, le pôle d'avocats de Karim Wade se disent prêts pour ce procès. Karim Wade est en prison, il croupit en prison parce que c'est un règlement de compte politique. C'est pourquoi c'est le procès de la honte. Et au procès de la honte, nous sommes prêts pour venir dire la vérité. Nous sommes prêts pour venir à rétablir la matérialité des choses. Les enjeux de ce procès sont de taille. Selon les acteurs politiques, ce procès permettra de déterminer l'avenir politique de l'ancien ministre Karim Wade. Quant à l'ancien président Abdoulaye Wade de 2000 à 2012, il aura un rôle à jouer lors du procès de son fils. Le président Wade a une triple posture, celle de père, parce que c'est son fils qui est en prison. Il y a la posture d'un ancien président de la République, puisque beaucoup de choses, beaucoup d'actes ont été commis sous son autorité, sous sa responsabilité. Et la troisième posture du président Wade, il est avocat. Nous autres avocats de la défense, nous avons besoin de ses conseils. Le procès de Karim Wade et de ses présumés complices pour enrichissement illicite est attendu avec impatience par la population sénégalaise. Enfin que ce procès ait lieu et que les gens soient édifiés sur les reproches qui ont été portés sur Karim Wade. Il est temps que les gens soient édifiés et qu'on tourne la page. Karim Wade avait été inculpé et écroué pour 6 mois le 17 avril 2013 à Dakar, accusé d'avoir acquis de manière illicite divers biens dont les sociétés, des terrains et des véhicules estimés à 1 milliard d'euros, un montant ramené à 178 millions d'euros. Dans l'actualité également, fin de la grève dans le secteur de la métallurgie en Afrique du Sud. Après plusieurs semaines de protestations, patronat et syndicats sont arrivés à un accord ce lundi. Ce dernier prévoit 10% d'augmentation salariale par an pour les ouvriers les moins bien payés et ce au cours des 3 prochaines années. Un compromis accueilli avec soulagement par le syndicat NUMSA qui a appelé ses adhérents à reprendre le travail dès ce mardi. Comment combler le déficit infrastructurel en Afrique? La question est au cœur des problématiques du développement économique du continent. À l'heure où de nombreux chefs d'État se penchent sur les voies et moyens pour financer les projets prioritaires, le président béninois Boni Yayi souligne l'importance de la mise en place d'un cadre propice aux investissements. Diarandjaï et Erika Oraga. L'Afrique semble être aujourd'hui le continent de l'avenir. Sa croissance régulière et soutenue depuis plus de 10 ans attise la convoitise. L'objectif est donc de tirer profit de cette croissance et atteindre l'émergence dans les prochaines années. Parmi les objectifs premiers figure le développement des infrastructures essentielles à la transformation du continent. Au niveau national, mon gouvernement a entrepris une série de réformes structurelles visant à lever les contraintes au développement des investissements dans le secteur des infrastructures. Il s'agit pour nous de donner aux infrastructures de l'Afrique la pleine mesure de leur potentiel. Nouvel Eldorado économique, l'Afrique est un continent riche en opportunités. L'intérêt manifesté par les partenaires est grandissant de jour en jour. En atteste la multiplication des accords de partenariat entre les pays du continent. C'est notamment une réussite traduite avec l'initiative de la BRVM d'Abidjan mise en place par l'UEMOA. Cette initiative participe de cette nouvelle approche de mobilisation des ressources financières endogènes et mérite de ce point de vue d'être soutenue. Mes chers collègues, ce qui nous renvoie à toutes les réformes structurelles, institutionnelles que nous devons mener dans le cadre de l'approfondissement des institutions de notre système financier. Le continent africain est de plus en plus convoité. Sa croissance soutenue reste son atout fort, mais les défis à relever sont nombreux pour rendre cette croissance pérenne et inclusive.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.